Bonjour, notre Luxury Story nous amène aujourd'hui à l'Opéra Galerie, 62 rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris, à la rencontre d'un artiste qui expose encore pour quelques jours. Bonjour Jean-Charles Blais. Bonjour monsieur Icon. Bravo. Alors monsieur Jean-Charles Blais, vous êtes un peu un monument de l'histoire de l'art déjà. On vous connaît notamment pour avoir commencé, je crois, par arracher des affiches. Dites-nous tout. Oui, en fait, je les ai trouvés plus qu'arrachés, pour être très exact dans les questions des commencements. Je crois que j'ai trouvé dans une rue sombre du 14e, il y a très longtemps, un paquet d'affiches qui s'était effondré dans la rue. Et c'est une époque où j'avais la fâcheuse tendance de ramasser à peu près tout ce que je trouvais dans la rue qui me paraissait être un support possible à peindre. Donc ça faisait beaucoup de choses, des cartons, des morceaux de bois, des tissus imprimés, etc. Et que je ramenais dans ce qui me servait d'atelier et j'essayais d'inventer avec ces points de départ quelque chose qui ressemblait à un tableau. Et dans cette quête de matériaux nocturnes trouvés sur les trottoirs, j'ai trouvé un jour vraiment un assez beau morceau d'affiche, très épais, comme ça, qui était tombé d'une vitrine. Il y avait un affichage. Enfin, le processus ordinaire, c'était des affichages sauvages. Dès qu'un magasin fermait, et dans le 14e à cette époque, là où j'habitais, il y avait beaucoup de magasins fermés. En fait, tout le quartier était à peu près tombé en désuétude. Et au bout de 24 heures, les vitrines étaient remplies d'affiches. C'était assez étonnant, de concerts, d'affiches politiques, choses comme ça. Et comme c'était des affichages sauvages, au bout de quelques semaines, ça devenait des espèces de montagnes de papier. Et au bout d'un moment, ça s'effondrait. Et vous étiez là. et j'étais pas vraiment là au moment où ça s'est effondré, mais je marchais dans la rue et j'ai vu ce truc que je trouvais intriguant, quoi, enfin, assez particulier. Et je l'ai ramené à l'atelier. Et en fait, je ne savais pas très bien quoi en faire. Vous voyez, j'ai un peu tourné autour. Est-ce qu'il fallait peindre sur la face imprimée, du côté des publicités, ou sur le dos? Et puis, à cette époque, c'est le dos qui l'a emporté. C'est comme un moulage, un peu. C'est un peu la partie qui est collée sur le mur ou la vitrine, qui parfois est bosselée. Et donc, instinctivement, ça a opéré comme ça. Et il y avait une chose qui m'embêtait un peu, c'était qu'il y avait une histoire dans l'art moderne, récent, il y avait une histoire qui préexistait de la question de l'emploi des affiches. Il y avait des artistes affichistes qui avaient utilisé des affiches, mais précisément pour ce qu'elles étaient, c'est-à-dire pour des choses publicitaires, qui avaient des slogans, donc qui déchiraient un peu, qui le recomposaient. Et bon, voilà, j'avais aucune donc germait en vous peut-être l'idée d'aller un peu plus loin dans l'utilisation de ces affiches. Je ne sais pas, mais différemment. Et en fait, un peu simplement, en retournant la situation, en l'occurrence l'objet affiche, ça faisait que c'était devenu de fait quelque chose d'une autre nature. Et c'est devenu, par extravagance, un matériau de prédilection très rapidement. C'est-à-dire, comme ça. J'ai trouvé que ça complétait un dispositif que j'avais engagé en peignant sur des cartons, sur des morceaux de bois, des choses, et qui faisait une chose probablement assez confuse. Et là, dans ce matériau, tout était réuni. Voilà. Vous avez trouvé votre marque de fabrique d'une certaine façon, ou plutôt un matériau stimulant. C'est-à-dire que le fait que la chose était préexistante, le fait que ce soit une chose qui était épuisée, c'est-à-dire que c'est un matériau de rebut, on parle d'une chose qui avait fini sa vie en réalité, au moment de l'effondrement. Et en fait, tout ça me paraissait très stimulant. Vous avez inventé le recyclage avant l'heure, finalement. C'était très tôt une opération de recyclage. Et puis, cette façon de récupérer un truc quand même à peu près rien, vous voyez, on essayait plutôt de trouver la poubelle la plus proche et d'en faire comment dire,
d'utiliser ce matériau pour le transformer en une chose un peu précieuse, un peu étonnante, un peu, je dirais, une petite alchimie fascinante. Enfin, vous voyez, détourner l'usage. Oui, de partir d'une chose très, très mal engagée et d'en faire quelque chose qui paraisse riche d'imagination, de sens et tout. Enfin voilà, il y avait une petite opération qui a pris cette tournure très, très vite, très rapidement. Alors, je lisais à votre propos, vous disiez chaque œuvre presque est une aventure, et il y a cette idée que je ne sais pas exactement à quoi elle ressemblera. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, évidemment. C'est-à-dire entre ce qui sert d'intention, c'est-à-dire le geste de commencement et le moment où le tableau, après différentes péripéties, est devenu la chose qui va être montrée. Il se passe une quantité d'opérations et un temps qui fait qu'effectivement ça ne se devine pas du tout. Mais ça, c'est une banalité. C'est ce qui se passe quand vous rencontrez quelqu'un et que vous n'avez aucune idée de la façon dont vous allez le quitter. Enfin, vous voyez, c'est la nature même d'une quête, d'une opération de transformation. Et pour la peinture, c'est une évidence pour moi, c'est-à-dire de ne pas répondre à un projet. Jamais de ma vie, je me suis levé en me disant alors demain je vais faire ce tableau auquel je pense depuis longtemps qui va être mais le matin je me lève et je sais que je vais gesticuler devant cet objet qui est l'amorce d'un tableau jusqu'à un moment donné où il va prendre une tournure qui moi-même va me surprendre. Si ce n'était pas le cas, je ne le ferais même pas. Enfin, vous voyez, ça me tomberait des mains. Va où le hasard te mène, disait Ovide. Voilà. Alors justement, le hasard nous mène devant une œuvre. Oui. Si vous nous racontiez cette œuvre. Oh, elle n'a pas d'histoire. Je sais que vous avez gesticulé devant. Voilà. Elle est le fruit d'une gesticulation assez aventureuse, qui fait que comme tous au fond, l'essentiel des tableaux qui sont dans cette exposition, et qui sont un fragment de l'essentiel des tableaux que j'ai peints depuis longtemps, ce sont des sortes de rebondissements. Là, évidemment, à côté de cette figure, ça peut paraître une sorte de plaisanterie, mais je pense que, au fond, la procédure, pour ce qui concerne la modalité de commencement d'un tableau, par où ça passe, c'est au fond la succession des très nombreux tableaux qui ont déjà été peints par moi, mais pas que. Il y a des tableaux aussi que j'ai vus partout, dans les musées, vous voyez, et c'est une sorte de conversation un peu permanente avec toutes ces images que j'ai faites, et voilà tous les ricochets référentiels dont elles sont porteuses et qu'elles combinent. Et ça fait que chaque tableau est une sorte de continuation de ce questionnement. Donc en fait, chaque tableau est associé au tableau précédent, au suivant, si tant est qu'il y ait des précédents et suivants, parce que très souvent, ils flottent tous ensemble dans l'atelier pendant un certain temps. Donc ce sont des équipes. Oui, j'ai vu, vous travaillez plusieurs œuvres simultanément. Oui, c'est une sorte de grande, comme ça, d'opération collective. Et donc, tous les tableaux sont là et à travers moi se parlent entre eux, si je puis dire. C'est-à-dire qui aident d'autres, qui trouvent les solutions de son voisin. Et donc, j'ai un peu le sentiment, d'une part, de travailler un peu sur un mode saisonnier, sur un mode agricole, vous voyez, vous faites une saison, vous ouvrez un atelier et alors il y a toute une sorte de choses comme ça qui se mettent en mode, des collections printemps-été, qui apparaissent et au fond dans ces saisons de produire des équipes de tableaux qui sont solidaires des saisons précédentes. Donc c'est une sorte de grande histoire de chaînes comme ça, associées, d'une image à l'autre, qui peuvent être de toute nature, qui peuvent être parfois des images très modestes, des petites choses machin dans des carnets de poche, vous voyez, enfin, il y a plein de natures, plein de sources. Et
Alors si justement on déconstruisait cette image, peut-être, et si on parlait du support, qu'est-ce que vous auriez à dire ici, par exemple? En fait, ce tableau, comme tous ses petits camarades, est peint sur une affiche arrachée. Donc là, en l'occurrence, c'est le dos de l'affiche arrachée, c'est la partie qui est collée au panneau. C'est la partie qui est imprimée de l'autre côté. Et en fait, c'est une affiche qui est constituée par la succession des campagnes publicitaires. Donc des couches, hein, tout simplement, d'affiches qui vont voilà, s'arranger. C'est ce grand panneau qu'on voit de papier, comme ça, couvert d'annonces publicitaires pour des automobiles, des grands magasins, de je sais pas quoi. Et au fond, ces panneaux sont assez lentement nourris de semaine en semaine par des gens dont c'est le métier, qui collent des campagnes. Et quand ce temps a duré, le panneau devient un peu important, et ces mêmes gens dont c'est le métier d'orchestrer ces campagnes, ils les défont. Et les défont de façon plus sommaire possible, de façon à repartir avec un panneau. Donc, ça veut dire tout simplement que ce support, c'est une compilation de couches de papier assez abondantes. Je ne me suis jamais amusé à estimer. En plus, parfois ils sont un peu gros, parfois un peu moins. Vous voyez, il y a différents... Quelques kilos de papier. Voilà, et ce sont des feuilles de papier qui sont collées les unes aux autres, qui sont restées au soleil, à la pluie pendant très longtemps. Donc ce sont des ruines, ce sont des morceaux de papier comme ça, un peu fatigués. Et donc, quand je commence à travailler, comme je le disais, je gesticule avec un crayon, je fais un fusain, je mets en place un dessin qui est généralement la suite d'un dessin précédent, du tableau voisin, d'une chose qui est apparue déjà. Et évidemment, ce dessin qui est toujours un petit peu maladroit, qui est une sorte de chose instinctive, se met en place à travers différentes opérations qui sont de peindre la figure, pour lui donner du corps, et puis ensuite de la redessiner parce qu'évidemment la chose n'est pas satisfaisante. Et au fond, ce sont ces successions d'opérations qui finissent par constituer le tableau autant que la figure elle-même. C'est-à-dire que puisqu'il y a des couches et des couches et des couches de papier, j'ai tout loisir avec un cutter, de découper, d'enlever, de recomposer, de rejouer. Et en fait, ces tableaux sont en permanence rejoués. Avec l'idée quand même d'un personnage, d'un mouvement, avec l'idée d'une figure qui vient couvrir cette forme tabloïde qu'est l'affiche arrachée et qui fait corps. Au fond, c'est l'apparition c'est l'effet d'incorporation qui m'intéresse. C'est l'idée que l'objet devienne lui-même un corps et que lui-même porte un corps dessiné. Et c'est cette espèce d'ambiguïté qui fait qu'au bout d'un temps, il est impossible d'imaginer ce qui appartient à la matérialité du tableau et ce qui appartient à sa forme. Le processus est associé de telle façon que c'est un seul objet. D'accord. Alors racontez-nous peut-être cette figure. On sent du mouvement dans cette figure au travers d'un grand nombre. On voit aussi souvent deux figures. Oui. Deux figures. Oui. Parce que si. Oui, je me suis. C'est une idée un peu ancienne et assez simple qui fait que je trouve souvent que quand on assemble deux figures, ça produit un effet de va-et-vient entre les deux qui est un bon début. Mais ça existe avec deux cercles, vous voyez, il m'est arrivé de faire des pièces qui sont juste deux petits ronds noirs comme ça, et deux petits ronds noirs, ça devient assez vite énigmatique, parce qu'ils sont toujours dissemblables, ils sont toujours, vous voyez, il y a un effet de passage. Et toutes ces pièces qui sont des couples comme ça, qui sont associés, parce qu'ils sont à proximité, ils s'attrapent,
voyez, ils se composent l'un de l'autre et l'un par l'autre, sont comme ça des énigmes simples. C'est-à-dire que c'est une sorte de naissance d'un dessin. Vous voyez, vous faites une figure, puis une autre qui vient s'associer, et quand ce sont en l'occurrence des figures qui ont la monumentalité d'un corps, ça devient assez intéressant parce qu'il y a des milliards de combinaisons. Avec ce ressenti peut-être que ce sont des personnages qui sont en communion, presque la représentation d'une relation entre ils sont ensemble, ils sont associés. Mm-hmm. Donc ça, c'est une relation. C'est-à-dire, à partir du moment où vous touchez quelqu'un, ou que vous voyez, ou vous marchez avec quelqu'un, vous êtes à côté, etc. Il y a un dispositif même dans la vitesse, l'organisation des pas, etc., qui est une relation qui existe comme un dessin, qui prend une forme. Et ces formes sont multiples, sont considérables. Et de fait, je multiplie ces formules d'association qui sont un corps, l'autre, mais qui sont aussi un corps et des branches, qui sont pour une large part d'une série qui est un peu plus ancienne, enfin qui est un épisode précédent, si je puis dire, dans les saisons, qui était une suite de tableaux que j'avais fait de figures doubles et allongées. Je m'étais pris de passion pour l'allongement des figures, parce que j'avais le sentiment, comme une sorte de rituel, de produire des figures plutôt dressées. Et en fait, j'aime beaucoup les tableaux, historiquement, enfin des tableaux anciens, vous voyez, du XVIIe siècle jusqu'à des choses modernes. J'ai une sorte de fascination pour les figures allongées, mais je m'apercevais qu'en réalité c'était une fascination extérieure, parce que moi-même je n'en produisais pas ou peu. Et l'odalisque par exemple. Les odalisques, absolument. Les odalisques, mais aussi il y a des personnages allongés comme ça dans la campagne, dans bateau, vous voyez, il y a une succession comme ça de bateaux, des choses que j'adore de Cézanne, comme ça, il y a des portraits de son fils allongé dans un champ. Et là, il y a quelque chose, il y a une forme d'abandon dans le corps allongé qui est très différent du corps dressé. Et donc, la saison précédente, ou une saison précédente, je ne sais plus si c'est l'année dernière ou plus ancien encore, je crois que c'était pour une exposition que j'ai faite à la collection Lambert et à Avignon. Et j'avais multiplié une quantité phénoménale de peintures, enfin phénoménale, quelques dizaines de peintures qui étaient presque toujours le même dessin et qui étaient presque toujours deux figures allongées que j'avais eu beaucoup de mal à allonger en réalité. Quand on dessine, très vite on refait la forme, et je passais mon temps à refaire des formes dressées. Donc allonger la figure, c'est comme une notion d'incorporation, c'est un peu comme si vous essayez de faire des mouvements que vous ne savez pas faire, vous voyez. C'est-à-dire, il faut rentrer comme ça dans un autre corps pour réussir, par exemple, à l'abandonner. La danse est un sujet qui vous inspire, cette idée de mouvement? Oui, parce que ça dessine. Gesticulation d'ailleurs. Oui, ça gesticule, ça dessine, ça recompose en permanence, ça réinvente, bien sûr. Bien sûr. Non, en fait, je fais de la peinture accidentellement, mais c'est une activité associée. Vous voyez, ça parle de beaucoup d'autres choses qu'en permanence j'associe à ça. Par exemple, il y a aussi toute cette association des figures avec quelque chose qui serait de l'ordre d'un monde végétal, de branches, de structures, d'arborescence. Et c'est une chose qui convient très bien dans la relation au corps et que de fait, pour le développer, j'ai pratiqué. C'est-à-dire, j'ai la chance d'avoir un atelier appuyé à un très grand jardin, adossé à un grand jardin un peu sauvage et rempli de bosquets, d'arbres, de choses comme ça. Et une des meilleures articulations que j'avais trouvées pour s'éloigner de la peinture, parce que quand vous peignez, vous savez assez vite, vous savez plus ce que vous peignez. C'est-à-dire qu'il y a un effet de concentration, d'attention qui fait qu'il faut indispensablement arrêter, ne plus regarder pour revoir ensuite. Donc il faut inventer des parenthèses. Alors,
toutes sortes de parenthèses. Il y a des gens qui vont, je sais pas, prendre des verres en ville, des gens qui... On passe à la toile d'à côté. On passe à la toile d'à côté. Et moi, j'ai additionné à la toile d'à côté les buissons et les bosquets. Je prends un sécateur et je vais tailler des choses. Et c'est très intéressant parce que c'est encore du dessin. Quand vous prenez un bosquet, la nature, le bois, voilà le truc, les affiches, et se mettre dedans et le tailler, c'est vraiment un exercice physique et visuel qui me paraissait très adapté, et donc que j'aime beaucoup associer à la peinture. Quand je quitte l'atelier avec un sécateur, et un peu comme la peinture, vous pouvez commencer par n'importe quel bout. Vous n'avez pas besoin de projet. Vous vous perdez dans le jardin, et vous ne savez pas du tout ce que vous allez... Et vous voyez très vite un sujet, c'est-à-dire quelque chose qui mérite d'être transformé, raccourci, augmenté pour se développer différemment, pour être associé autrement à un arbre ou un buisson à côté. Et c'est une activité qui se combine merveilleusement avec celle de la peinture. Un peu cette idée de prise de risque par opposition à la méthode, peut-être. Oui, voilà. L'idée que surtout la méthode est à inventer. C'est-à-dire que la méthode n'est pas une chose qu'on met au point et qu'on produit, au risque effectivement de passer sa vie à s'enfoncer dans sa méthodologie, mais la méthode est au contraire quelque chose qui mérite en permanence d'être réinventé, rejoué. Et effectivement, autant de saisons de peinture, autant d'inventions de méthodes, de ramification du travail à d'autres objets, à d'autres formes, à d'autres types de références, à d'autres lieux aussi pour les montrer. Par exemple, cette galerie en elle-même est un sujet. Pour moi, c'était un des sujets de la saison. Parce que c'est une galerie, pour moi, très étrange, qui a une complexité, une espèce de relation à la rue, de relation à la mémoire du luxe, puisque c'était entre le luxe, le Faubourg Saint-Honoré, le comité voilà, du Faubourg, à quelque part. On est quand même dans un endroit qui était la boutique principale de Gianni Versace, et ça se voit. Et ce qui m'a fasciné très vite quand j'ai rentré quelques 100 mètres de l'Élysée aussi. Enfin, de l'Élysée. Le siège historique de la maison Hermès. Ce qui m'a fasciné en visitant la première fois la galerie, que je ne connaissais pas du tout il y a encore assez peu de temps, c'était que, au fond, cette galerie jouait ce qu'elle était, c'est-à-dire dans le monde de l'art tel que j'ai beaucoup pratiqué précédemment, les galeries ont tendance à gommer le réel. C'est-à-dire que vous arrivez dans les white cubes où il n'y a pas de référence spécifique à l'environnement, sinon qu'au contraire, une sorte de feutrage de l'environnement de façon à ce que les œuvres comme ça prennent une sorte la galerie est un socle. L'écran presque. Les œuvres sont détachées du réel pour mieux apparaître comme fascinantes. Ce qui me plaisait ici, c'est que toutes les traces de ce qu'a été cet endroit, c'est-à-dire une boutique, sont encore là. C'est-à-dire qu'au lieu d'essayer d'annuler, de faire des grands murs, vous voyez, des choses comme ça qui auraient été neutralisées, on a les poteaux, on a les plafonds, les spots, les escaliers, les choses. Et alors c'est très étonnant parce que ça permet de faire un accrochage, une installation, un dispositif de vision des tableaux qui assez vite devient labyrinthique. Parce qu'il y a plein d'endroits d'accrochage et ce sont des endroits d'accrochage qui ne sont pas surplombants, ce ne sont pas 4 grands murs comme ça qui sont là pour montrer l'apothéose d'une œuvre magnifique. C'est au contraire une sorte de kaléidoscope dans lequel on rentre et finalement on s'aperçoit que la plupart des tableaux ne sont vus qu'individuellement. Il n'y a pas d'effet d'ensemble, il y a un effet kaléidoscopique d'ensemble, mais ensuite chaque peinture est traitée comme un sujet. Donc c'est un renversement qui me voilà, ça fait partie du sujet. En tout cas, on invite notre communauté à aller visiter votre belle exposition à l'Opéra Galerie au Faubourg Saint-Honoré. Merci Jean-Charles Blais. Merci beaucoup.